Bonjour François Hollande. Bonjour. 7e président de la 5e République, c'est comme ça qu'on vous présente sur ce livre, Glénat. C'est un livre où vous dites en quelque sorte, moi président, je dis aux jeunes, attention, voilà cette République, voilà cette démocratie, elle est à vous, mais attention. Oui, mais moi, ancien président, j'ai des obligations. Et la première que je me suis donnée, c'est de transmettre et de dire à ces enfants, voilà ce qu'est votre République, et je vais vous l'expliquer. Pour que ce ne soit pas des mots, que ce ne soit pas simplement des enseignements qu'on vous transmet, que ce soit véritablement ce que vous pouvez vous voir comme droit, liberté, progrès que vous pouvez accomplir grâce à la République. Et j'ai été amené à définir des mots qui sont utilisés dans notre langage, mais qui ne sont pas forcément compris, d'ailleurs, par les jeunes, mais aussi par les moins jeunes. Qu'est-ce que c'est que la République ? Par rapport à la démocratie, on peut être dans une démocratie, mais pas en République. On peut être dans une République qui n'est pas une démocratie. Tout ça n'est pas assez connu, vous diriez aujourd'hui, Monsieur le Président ? Non, tout ça fait partie du langage commun et on n'y met pas nécessairement la même chose les uns les autres. Donc il était important qu'un ancien président qui a pratiqué les institutions vienne dire voilà ce qu'est un président. Est-ce qu'il peut tout faire ? Non, il y a un Parlement, par le président qui vote la loi, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Et le Sénat et l'Assemblée nationale qui forment le Parlement peuvent voter des lois, mais ces lois peuvent être censurées par le Conseil constitutionnel. Et quand bien même, ces lois peuvent quelquefois susciter des mécontentements, des contestations, et ça fait partie aussi de la démocratie, de comprendre qu'il y a des moments où les institutions peuvent prendre des décisions et que les citoyens ne les comprennent pas toujours. Comment on fait pour résoudre ces contradictions ? Il faut des syndicats, il faut des partis politiques, il faut qu'il y ait de la négociation, il faut qu'il y ait du compromis. Puis quelquefois, il y a le recours au peuple, le référendum. Vous voyez, toutes ces procédures, j'essaie de les rendre simples, compréhensibles, de partir d'abord de ce qu'est un pays pour arriver jusqu'à ce qu'est la pratique démocratique. Mais se dire, est-ce que ce corpus, est-ce que cette constitution, est-ce que ces droits de l'homme, est-ce que ce système démocratique peut nous protéger finalement, et finalement, si on sait s'en servir, peut nous protéger de toutes les menaces aujourd'hui ? On va parler dans quelques instants de ce qui vient de se passer en Allemagne, on peut parler des populismes, de la crise européenne. Si j'ai voulu faire ce livre pour les enfants, futurs citoyens dans quelques années, c'est parce que je veux leur dire que cette démocratie a bien sûr des inconvénients, a des limites, n'est pas parfaite, mais c'est malgré tout le meilleur des systèmes. Et que si nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes alors dans quelle dictature, sous quel régime autoritaire ? Je voulais aussi leur faire comprendre que la démocratie, la République, mérite d'être défendue. Que nous sommes sans doute dans une période où elle est plus vulnérable, la démocratie. D'abord parce qu'il y a des puissances qui ne sont pas démocratiques, qui essayent d'avancer, y compris contre nos propres intérêts, nos propres valeurs. Et deuxièmement, à l'intérieur de nos démocraties, il y a des mouvements qui ne reconnaissent plus le vote comme la seule expression de la légitimité, qui contestent les élus, alors même que ça n'empêche pas des participations directes, qui ne veulent plus les partis, considèrent que ce sont des organisations qui ne sont pas légitimes, qui ne participent plus au débat au sein des entreprises à travers les syndicats. Donc il y a un moment où il faut aussi que le jeune citoyen futur puisse se dire qu'il doit lui-même s'engager. Mais on entend aujourd'hui, il va y avoir des élections municipales, des élus menacés de mort. On entend finalement aujourd'hui des personnalités dire on est dans une dictature en France, il y a des violences policières, on ne peut plus finalement exprimer la démocratie. Il y a aujourd'hui une forte contestation. On voit en ce moment un débat à l'Assemblée nationale sur la question des retraites avec des blocages où finalement le gouvernement va devoir passer peut-être par un 49.3 pour faire passer ce projet. Alors, essayons de prendre les sujets les uns après les autres. D'abord, le sujet parlementaire. Dans la démocratie parlementaire, il y a toujours eu de l'obstruction. Ça fait partie, peut-être, de pratiques qui se sont progressivement... Ça n'est pas du sabotage, comme dit le gouvernement aujourd'hui ? Moi, j'ai connu, comme parlementaire, des périodes où l'opposition faisait de l'obstruction. Prenons l'exemple, quand j'étais président, de ce qui s'est passé sur le mariage pour tous, où la droite faisait de l'obstruction. Qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais fait durer le débat. Il faut un moment qu'on laisse penser que... Pas le 49.3, c'est un échec de la démocratie, le 49.3. Non, ça fait partie de la République, puisque c'est dans la Constitution. Et j'ai voulu l'expliquer aussi aux enfants. Mais par expérience, je peux aussi en témoigner. Utiliser le 49.3, y compris pour faire voter un texte, alors même que la majorité n'est pas forcément convaincue, c'est toujours
conçu comme un acte de force, alors même que c'est un acte parfaitement légal et donc légitime, ce n'est pas forcément compris comme une bonne manière de faire voter les textes les plus importants. Donc il faut y faire attention, et mieux vaut, puisque le gouvernement a une majorité, faire durer le débat. C'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui, vous lui donnez crédit de ça. Il faut laisser ce débat se poursuivre. On a mis 2 ans pour préparer cette réforme, paraît-il. On peut encore prendre quelques mois pour qu'elle soit vraiment comprise de tous. Et que, si le débat permet de mieux informer, malgré quelques obstructions, de mieux préciser un certain nombre de conséquences, de mieux négocier, puisqu'il y a aussi parallèlement une conférence sur le financement, alors le débat est intéressant. Oui, mais derrière tout ça, il y a une... Alors après, il y a d'autres phénomènes que vous avez évoqués, le phénomène de la manifestation. Les gilets jaunes, on a vu des violences, on a vu la tête de Macron au bout d'un pic. Ça vous choque? Bien sûr que c'est choquant, mais là encore, il faut te l'expliquer, le droit de manifester est reconnu par la République. Il y a une liberté qui consiste à pouvoir contester, y compris ses propres dirigeants. En revanche, la violence contre les biens, contre les personnes, elle n'est pas acceptable. Surtout dans une démocratie. Quand il y a un régime autoritaire, nous ne sommes pas quand même ça dans ce cas. Ça n'est pas le cas. Vous dites, vous répondez, ça n'est pas le cas. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Et quand on est dans un régime autoritaire, oui, on peut avoir recours à la violence. Est-ce qu'il y a des violences policières? Autre question. Quand il y a des violences, il peut y avoir aussi, à un certain moment, des excès du côté de la police. Ils doivent, c'est arrivé aussi durant mon quinquennat, ils doivent entraîner un certain nombre de poursuites et après les contrôles. Et c'est la justice qui doit l'établir. Parce que dans une démocratie, il y a 2 recours. Il y a la justice pour punir les excès, et il y a le peuple qui doit s'exprimer quand il y a un conflit qui peut mettre en cause la stabilité de nos institutions. Dans la démocratie, c'est toujours par des moyens légaux que l'on trouve des solutions. Mais on voit les élus attaqués, on voit les élus menacés de mort, on voit des maires qui ne veulent plus se présenter, et puis là, on a vu récemment une affaire où la vie privée, l'affaire Griveaux, est mise en pâture. Est-ce que ça vaut de mettre en péril sa famille, de faire de la politique aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, pour Griveaux, vous avez de la compassion pour lui aujourd'hui? Je peux comprendre que quand on est mis en cause dans sa vie privée, dans son intimité, c'était quand même le cas, il y a là un excès, une outrance, un danger même. Parce que ce qui vaut pour un homme ou une femme politique vaut pour tout individu. Qui peut accepter, parce que ça se produit aussi pour un certain nombre de personnes, d'avoir des vidéos qui circulent sur Internet. Donc c'est insupportable, quel que soit le statut de cette personne. Alors à partir de là, il faut quand même qu'on ait des règles juridiques pour punir, elles existent, et puis des règles aussi déontologiques. Est-ce que les médias doivent reprendre ce type d'informations? Est-ce que les réseaux sociaux ne doivent pas être plus contrôler au sens, non pas de filtrer ce qu'ils produisent, mais sanctionner lorsqu'il y a ces atteintes à la vie privée. Et ça n'a pas commencé que par les réseaux sociaux. On a eu aussi une presse qui a vécu de l'intrusion dans la vie personnelle. J'en sais quelque chose. C'est une atteinte à la démocratie, parce qu'on a entendu ça, on a dit la démocratie est en danger, là. C'est une atteinte d'abord aux droits de la personne. C'est déjà important. Et ça peut être une atteinte à la démocratie si c'est une menace sur les élus. C'est une menace sur les candidats, en disant « mais je détiens peut-être des informations personnelles sur votre vie et je vais les mettre sur des réseaux qui ensuite vous discréditeront à jamais ». Ça, c'est une menace contre la démocratie. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans des régimes qui ne sont pas démocratiques. Si on veut regarder ce qui se passe par exemple en Russie, on sait... D'ailleurs, on a pointé du doigt la Russie dans cette affaire. Mais il peut y avoir des déstabilisations sans la pointer étrangères. Ici pour le cas particulier, mais en tout cas en Russie, ces méthodes-là ont été utilisées. D'ailleurs, dans les régimes autoritaires, ce sont souvent des déstabilisations. Donc, il faut que la démocratie, à la fois, se défende par ses principes, la liberté, et se défende aussi par son autorité, parce qu'on doit se protéger de tout ce qui vient nous miner de l'intérieur. Après, vous auriez pu évoquer, et c'est ce qui a été, durant mon quinquennat, extrêmement rude à vivre, c'est-à-dire aussi la menace terroriste, la menace islamiste. On voit aujourd'hui ce qui vient de se passer en Allemagne, qui est une menace, pour le coup, peut-être d'extrême droite. Là. Oui, mais le terrorisme, c'est une menace contre la démocratie. Quelle était l'intention des terroristes ? C'est de créer des divisions à l'intérieur de notre pays, nous séparer les uns des autres, stigmatiser une religion, en l'occurrence l'islam, faire en sorte que nous ne puissions pas vivre ensemble. C'est ça leur intention. Qu'est-ce qui se passe maintenant en Allemagne? D'abord, je veux exprimer ma solidarité à l'égard des autorités
fédérale allemande et à l'égard de Mme Merkel et également à l'égard du peuple allemand. Parce que vivre un attentat d'extrême droite en Allemagne, par rapport aux souvenirs, le nazisme, savoir que des individus préparaient, avant que celui-ci commette un assassinat de grande ampleur, préparaient des attaques contre des mosquées. On voit bien que l'extrême droite, dans un pays qui est développé, dans un pays industrialisé, un pays qui a connu le nazisme, que l'extrême droite peut ressurgir et qu'elle veut mettre en cause la démocratie. Savoir qu'en Allemagne, le parti de Mme Merkel, contre l'avis de Mme Merkel, ait pu, à un moment, imaginer faire un accord avec l'extrême droite dans une région allemande, on voit bien qu'à ce moment-là, la démocratie peut vaciller. Oui. Donc il est très important de faire, si je peux être utile, de faire ce travail pédagogique, d'expliquer ce que sont les fondements de la démocratie. Cette menace, elle peut arriver en France, elle n'est pas en Allemagne, elle peut être à nouveau en France demain. On en a connu. La menace est terroriste, quelle que soit d'ailleurs l'origine. On l'a connu suffisamment, et je peux parler d'expérience. On a connu aussi des attentats d'extrême droite. Même si aujourd'hui, par rapport aux attentats islamistes, ils ne sont pas fréquents. Mais on en a connu. Donc on a connu des profanations, on en connaît encore, profanations de cimetières juifs, des carrés musulmans, des cimetières chrétiens. Donc on sait qu'il y a cette tentation. Et donc nous devons être extrêmement fermes pour défendre nos principes. Mais la démocratie, elle ne se défendra pas toute seule. Oui. Si les citoyens eux-mêmes, les acteurs politiques, les médias ne sont pas conscients de la vulnérabilité de la démocratie, alors progressivement, elle s'effilochera, elle se déconstruira, et qui sait ce qui peut se produire. Oui, oui, et la démocratie, c'est aussi, la menace contre la démocratie, c'est aussi ce qui peut se passer, notamment en France, c'est ce que dénonçait le président Macron, qui parlait d'une sorte de séparatisme islamique. Vous pensez que ça, c'est une réalité, c'est-à-dire des territoires qui échappent aux lois de la République aujourd'hui ? Non, qui n'échappent pas aux lois de la République, mais où il y a une volonté, une entreprise qui influence des individus, peut soumettre des femmes, peut organiser des systèmes de charité ou de solidarité parallèles à la République, et qui considère qu'on est d'abord musulman avant d'être français. Eh bien non. On est d'abord français, et puis ensuite, on peut avoir la religion de son choix. Ça s'appelle la laïcité. Oui, mais il peut y avoir un maire élu islamiste. On a, par exemple, des exemples aujourd'hui où peut-être demain, il y aura des maires de cette tendance-là. Bien. Qu'un maire ait une confession musulmane ne pose aucun problème. Il y en a déjà. Mais qu'il y ait un groupe qui se revendique de l'islamisme politique, là est un problème. Alors, on ne va pas interdire des candidatures, sauf si elles sont contraires aux principes républicains, mais il faut que les électeurs, parce que là c'est le choix des électeurs, soient extrêmement vigilants, parce que ces mouvements se cachent derrière d'autres organisations. Et il y a un certain nombre de partis qui sont tentés de faire des alliances avec eux. On va dire du clientélisme aussi, dans certains... Bien sûr, de droite comme de gauche. Il y a un livre récent qui le dénonce. Et donc ça... il faut que les citoyens soient éclairés sur les comportements de ces élus. Pourquoi ? Parce que la laïcité menacée, aujourd'hui... Elle peut l'être. Elle tient généralement partout. Heureusement, vous n'avez plus d'incidents comme ça a été le cas il y a quelques années dans les établissements scolaires. Chacun a bien compris que dans l'espace public, on pouvait garder un signe religieux, mais qu'on ne pouvait pas cacher son visage. C'est-à-dire, c'est puni par la loi. Chacun a bien admis que dans les services publics, les hôpitaux, la laïcité était une garantie d'accès de tous d'ailleurs aux soins. Donc, je pense que d'une manière générale, mais faut-il encore bien l'expliquer, les Français sont très attachés à ces principes-là. Mais il y en a quelques-uns, sans doute stimulés par des organisations, qui voudraient essayer de tester la République pour savoir si elle tient face à ces comportements. Eh bien, elle tiendra. Oui, et encore un mot sur l'Europe. L'Europe tient aujourd'hui, malgré le Brexit, malgré les populismes qui se développent partout. Oui, l'Europe tient encore. Mais il va y avoir, dans ces prochaines heures, une discussion sur le budget européen pour les 7 prochaines années. Un budget pour la première fois sans le Royaume-Uni. Bien sûr. Oui, budget qui est toujours difficile à faire. Mais on se rend bien compte que 1000 milliards dont on parle, par rapport à l'enjeu européen, 27 pays, 1000 milliards, ça peut paraître beaucoup pour ceux qui nous écoutent. En fait, c'est très peu. Par rapport à tous les enjeux climatiques, numériques, par rapport à ce que l'Europe doit faire sur le plan de son industrie. C'est pas suffisant. Mais bien sûr que ce n'est pas suffisant. Et qu'il faudrait, là on est en train de chercher des économies, ce qu'il faudrait se dire, trouvons de nouvelles recettes,
partageons ces recettes et mettons-les là où c'est nécessaire. Mettons-les là où c'est nécessaire. Le climat, un mot quand même, parce que c'est aussi ça une très grande menace. Ben ça, c'est une menace, non pas sur les démocraties, c'est une menace sur l'humanité. La COP21, aujourd'hui, il y a Trump aux États-Unis, on a vu l'Australie. Oui, mais la COP21, c'est ce qui nous permet de penser que si un accord a été possible en décembre 2015... Il n'est pas enterré, cet accord, il n'a pas été renié. Non, il a été abandonné par le président américain, mais les États-Unis ne sont pas encore sortis de l'accord. Ils ne le seront éventuellement que si Trump est réélu. Donc, responsabilité là des électeurs américains. Mais l'accord que j'ai contribué à faire signer, il tient, il doit être renforcé, et il doit être poursuivi. Et la pression, parce que c'est aussi ça, le monde n'est pas une démocratie, mais il y a une pression des opinions. La prise de conscience est réelle aujourd'hui. Et la jeune génération, celle pour laquelle j'ai écrit ce livre, elle pousse. Et elle va dire, attention, élus, gouvernants, surtout pour ceux qui sont dans des processus démocratiques, si vous n'êtes pas à la hauteur, on vous changera. Oui, Monsieur le Président. Avant de se quitter, je veux dire un mot sur Jean Daniel, parce qu'on parlait de la responsabilité des journalistes aujourd'hui. Une grande voix qui s'est éteinte aujourd'hui. Quelqu'un qui a beaucoup compté en France, qui montre quelque chose finalement, une conscience, fondateur du Nouvel Observateur. La presse, c'est pas simplement de sortir des affaires, de commenter l'actualité, c'est aussi de prendre position. C'est aussi de faire avancer l'humanité. Jean Daniel, il était capable d'être, bien sûr, un journaliste, mais qui a participé au mouvement de décolonisation. Un journaliste qui a été capable de rencontrer aussi bien Kennedy que Castro et de chercher une médiation. Un journaliste qui a toujours pensé que l'Afrique pouvait être un continent d'avenir et qu'il fallait le soutenir. Un dirigeant de gauche sans doute, mais qui n'a jamais été candidat à quelque élection, parce que pour lui, ce qui importait, c'est que la gauche soit stimulée. Critiquer quelquefois, mais toujours espérer. C'était ça, Jean Daniel. Une voix, une conscience, et puis aussi, que voulez-vous, un talent d'écrivain. Et il lui a été proposé beaucoup de fonctions officielles à Jean Daniel. Vous lui l'avez proposé ? Non, pas moi, mais François Mitterrand lui avait proposé ambassadeur, représentant spécial. Et Jean Daniel avait toujours refusé toutes les nominations, considérant qu'il avait finalement plus de pouvoir en tant que journaliste, directeur du Nouvel Observateur, qu'en tant que responsable politique. Oui. Un mot encore. François Hollande, il y a 2 ans, on s'était rencontrés à Angoulême et vous l'avez dit la première fois sur TV5 Monde, je ne me tairai pas. Lorsqu'il y a des lignes rouges qui seront dépassées, je m'exprimerai, je me défendrai. C'est quoi finalement votre ressort en tant qu'ancien président ? Moi, je me suis engagé très jeune pour la démocratie, pour les idées de justice, pour la gauche, pour le socialisme. Et pas parce que je suis devenu président et que je ne le suis plus, que je ne partage pas encore ces convictions. Donc tant que j'ai un souffle de vie, je continuerai à transmettre pour les jeunes mon idée de la démocratie, mais surtout la chance que représente la démocratie. Et puis pour les moins jeunes, de leur dire que la gauche peut demain être de nouveau aux responsabilités. Merci beaucoup, François Hollande, d'avoir été notre invité exceptionnel aujourd'hui. L'heure République, expliquée aux jeunes et aux moins jeunes, est publiée chez Glénat Jeunesse. Quand ça va, et quand ça va pas, c'est le titre de la collection. Eh bien, il faut faire en sorte de trouver les solutions, les compromis et parfois le recours au peuple. Merci beaucoup, François Hollande.